on poursuit cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée avec Nourane Charer, à mes côtés, directeur de la gestion de Mansartis. Bonjour et bienvenue Nourane. Bonjour. Merci d'être avec nous. On est dans la phase de sortie de crise. Alors chacun est à son niveau en matière de sortie de crise. L'Europe sans doute en retard, l'Asie déjà devant, les États-Unis sont en train d'en sortir et c'est un peu ce qu'on présentait. C'est une crise atypique et donc une sortie de crise très atypique avec des divergences croissantes visiblement entre les économies. Oui, vous avez raison, on a eu une crise qui a été très singulière, donc on aura une sortie de crise très singulière qui est, je pense, caractérisée par trois choses. La première, c'est une reprise très rapide de la croissance économique mondiale, plus rapide qu'anticipée, à l'image de ce qu'a annoncé en fait l'OCDE, qui a révisé ses taux de croissance mondiale de 4,2% à 5,6% cette année. Le deuxième élément, c'est quand même une très forte hétérogénéité de la reprise. Effectivement, vous le disiez, la Chine est sortie en fait de la crise l'année dernière. Les États-Unis, ce sera cette année, et en Europe, on retrouvera des niveaux de croissance 2019 en 2022. L'élément qui est important, c'est de comprendre comment on va sortir de cette crise. Et cette sortie de crise va devoir être suivie par les banques centrales de manière très fine, puisque les banques centrales ne pourront pas mener de politique monétaire restrictive tant qu'on ne sera pas assuré de la croissance autonome des pays et des États. Donc c'est vrai que c'est important parce qu'aujourd'hui, on a des économies qui sont perfusées. On n'aurait pas ce rattrapage économique sans ces perfusions. Et aujourd'hui, ces perfusions sont largement financées par les banques centrales. Donc effectivement, on va avoir une sortie de crise très atypique, très singulière, qu'il va falloir piloter assez finement. Bon, et au sujet des taux, comment est-ce que vous comprenez la stratégie de la Réserve fédérale américaine jusqu'à présent, qui se montre assez impassible quand il s'agit de regarder justement la correction des marchés obligataires, la pontification de la courbe de taux aux États-Unis. Jusqu'à aujourd'hui, Jérôme Powell n'a cessé de le répéter. Les mouvements sont cohérents avec les perspectives qu'on peut avoir et la Fed n'a rien à dire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Le match sur le 10 ans américain, pour l'instant, s'est arrêté à 1,75%. C'est le dernier pic post-pandémie qu'on a marqué en fin de semaine dernière. Alors la hausse des taux, c'est vrai que si on regarde les éléments qui ont justifié en fait cette hausse des taux, il y a deux éléments. Il y a des éléments factuels. Donc on a, et je le disais, une reprise de la croissance économique aux États-Unis très forte. On va retrouver un niveau de croissance dès cette année aux États-Unis. Il est donc normal et cohérent de retrouver un niveau de taux en cohérence avec les niveaux de 2019. Donc on pourrait avoir effectivement une hausse des taux qui pourrait se prolonger jusqu'à 2%, mais on est plutôt dans un cycle de normalisation des taux liés et cohérents avec le rattrapage économique. Et ça, c'est le sens du discours, effectivement, des banquiers centraux, de Jérôme Powell, qui dit, attention, aujourd'hui, effectivement, on est dans un cycle de rattrapage économique, la croissance n'est pas complètement autonome, donc on maintient des politiques monétaires accommodantes pendant au moins 3 ans. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément qui explique finalement cette hausse des taux aux États-Unis, c'est un élément qui est lié aux anticipations d'inflation. Aujourd'hui, les anticipations d'inflation sont remontées à 2,5%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les investisseurs anticipent une inflation structurellement élevée sur les 10 prochaines années. Alors pourquoi on a eu une hausse de ces anticipations d'inflation ? Il y a deux éléments qui expliquent cette hausse des anticipations d'inflation. Il y a la baisse tendancielle du taux de chômage et le plan de Biden. Quand on regarde la baisse tendancielle du taux de chômage, effectivement, on va avoir des bons indicateurs du côté des créations d'emplois et donc on va avoir un taux de chômage qui va baisser tendanciellement autour de 4,5%. Mais la relation historique entre le chômage et l'inflation n'est pas vérifiée. Quand on regarde ce qui s'est passé entre 2010 et 2019, on avait effectivement une baisse très forte du taux de chômage aux États-Unis qui ne s'est pas concrétisée par des tensions inflationnistes. On est tombé à 3,5% de taux de chômage au plus bas aux États-Unis, sous le mandat Trump. Oui, sans tension inflationniste, qui était justifiée par des éléments structurels forts tels que le vieillissement de la population, la digitalisation de l'économie. Ces tendances sont toujours là, voire ont été accélérées pendant la crise sanitaire. Donc ça, c'est la première chose. Quand on regarde le plan Biden, il ne faut pas oublier que c'est un plan de relance, mais qui est court terme, qui est temporaire et qui est lié à la crise sanitaire, avec plusieurs volets. Le premier volet, c'est effectivement améliorer en fait la demande des ménages les plus modestes affectés par la crise sanitaire. Et le deuxième volet, c'est effectivement diminuer les contraintes sanitaires et puis continuer à financer les campagnes de vaccination, à aider les institutions locales, etc. Le plan, et là vous en parliez tout à l'heure, le seul
dans son programme, finalement, le seul plan qui est de nature à générer une croissance potentielle plus élevée aux États-Unis et donc à générer des tensions inflationnistes, c'est le plan d'infrastructure. Mais vous le disiez tout à l'heure, ce plan d'infrastructure, tant dans son adoption que dans son application, n'est vraiment pas acquis. Donc attention, aujourd'hui, la hausse des taux, c'est plutôt lié à la normalisation de l'activité économique. Attention à ne pas extrapoler cette tendance sans finalement sous-jacent économique réel de long terme. Ouais, donc vous dites, bon, 1,75 c'est une grosse étape, 2% c'est peut-être l'objectif, ce serait un niveau d'équilibre confortable, acceptable pour tout le monde, ce 2%. Hein. Tout à fait, on retournerait sur les niveaux de 2019 avec des niveaux de croissance qui sont équivalents à ceux de 2019. Comment vous regardez le cas d'investissement de l'Europe au passage, Nourane? Je disais en titre, voilà, la nouvelle vague, c'est l'expression qui est utilisée aujourd'hui par les dirigeants politiques pour parler de cette troisième vague de l'épidémie. En Allemagne, en Italie, en France, bien sûr. Est-ce que le cas d'investissement européen est structurellement pénalisé par le retard, les retards qu'on accumule sur le plan sanitaire, de la vaccination, sur le plan des politiques budgétaires également peut-être ? Mais quand on regarde, en fait, les tendances restent de toute façon les mêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, on a, et ça c'est indéniable, une vraie différence dans l'accélération des campagnes de vaccination, que ce soit aux États-Unis, en Asie ou en Europe. Donc ça, c'est réel. Mais cela dit, en fait, au S2, on va avoir en Europe une tendance qui va s'accélérer et on sortira normalement, toutes choses égales par ailleurs, encore une fois, on devrait sortir en fait de cette crise sanitaire en 2022. On aura ce moment d'adrénaline aussi en Europe. On l'aura. Cette réouverture des économies avec tout ce que ça implique du côté de la demande, de la consommation. On va avoir alors, il faut faire attention parce qu'on va avoir une réouverture qui va être beaucoup plus progressive dans les services qu'elle n'a été dans l'industrie. C'est vrai qu'on a vu très rapidement un rattrapage sur les indicateurs industriels dès lors qu'on a commencé à déconfiner. Ce rattrapage-là ne sera pas aussi rapide dans les services. Et effectivement, quand on regarde les données, par exemple, du IATA, etc., on s'attend quand même à une renormalisation sur les services dans 2 voire 3 ans. Est-ce que ça veut dire que le thème cyclique a encore du vent dans les voiles? Si l'Europe est en retard dans sa réouverture, ça veut dire que c'est une perspective qui reste devant nous pour les investisseurs. Est-ce que le thème cyclique peut être encore la boussole des prochains mois sur les marchés, Nourane ? Alors c'est vrai que le thème cyclique a caractérisé, le thème cyclique et de secteur décoté en fait a caractérisé quand même la reprise des indices actions depuis le début de l'année. On a eu une très forte rotation sectorielle qui était liée, qui a débuté au moment où on a eu en fait cette pontification de la courbe des taux aux États-Unis, puisqu'elle a engendré une hausse des taux d'actualisation en faveur des secteurs qui sont effectivement cycliques et décotés et au détriment de ce qu'on appelle les secteurs à duration longue. Alors il faut distinguer peut-être 2 types de secteurs. Il y a les secteurs qui sont structurellement décotés, justifiés par les fondamentaux. Là, on va retrouver plutôt les secteurs pétroliers ou le secteur bancaire. La question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, les tendances de fonds structurels et l'environnement économique va amener ces secteurs, par exemple le secteur bancaire, à retrouver des niveaux de rentabilité historiques. Aujourd'hui, le secteur bancaire, on a des taux de rentabilité qui sont plafonnés à 10% et pour autant, on a retrouvé des niveaux de valorisation d'avant-crise. Ça, c'est la première chose. Le deuxième segment à analyser, c'est finalement, comme vous le disiez, toutes les secteurs décotés cycliques. Et là, dans ces cas-là, la question, c'est est-ce que les tendances actuelles, les tendances qui ont été accélérées d'ailleurs par la crise sanitaire, comme la transition écologique, sont de nature, en fait, à réviser à la hausse les multiples de valorisation sur ce secteur-là. Donc oui, il y a certains secteurs qui sont intéressants à analyser de ce point de vue-là. On peut regarder le secteur de la chimie ou encore, on en parle beaucoup en ce moment, le secteur de l'automobile. Ah oui. Donc, c'est un exemple intéressant, l'automobile, Nourane. C'est-à-dire que le marché a intégré l'idée que le secteur automobile allait revenir à la normale. Et en plus, on est en train d'intégrer aujourd'hui une nouvelle perspective liée alors à la transition énergétique et à l'électrique, en l'occurrence, dans le véhicule. Mais quand on regarde le secteur automobile, effectivement, il y a 3 choses qui sont importantes à retenir. C'est le virage stratégique qui a été pris par l'ensemble des constructeurs. On l'a vu, en fait, à l'image de BMW dans son communiqué qui, finalement, rejoint un peu les tendances ambitieuses de Volkswagen dans ce domaine-là. Et on voit les objectifs de BMW, c'est d'avoir, en fait, une flotte électrique de 50%
50% en 2030. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on est face en fait à un secteur qui a fait face à une crise majeure l'année dernière, mais pas seulement. Ça fait 3 ans en fait qu'on fait face à une baisse de la production mondiale automobile, et donc ce secteur s'est restructuré, a amélioré en fait. On assiste en fait à une amélioration de l'efficacité opérationnelle et à une diminution des coûts qui pourrait amener ce secteur-là à retrouver des niveaux de marge plus ambitieux que ce qu'on a aujourd'hui. Et puis l'environnement économique aujourd'hui, on sent les constructeurs plutôt très optimistes sur cet environnement économique, avec un rebond en fait des ventes qui va d'ailleurs s'accélérer avec la réouverture des économies, des concessionnaires sur leurs principaux marchés. Est-ce que c'est un secteur pour lequel on sera prêt à payer des multiples structurellement, historiquement plus élevés ? Alors attention, parce que les multiples sur ce secteur sont historiquement faibles et on reste sur des multiples qui restent très faibles par rapport à certains secteurs en croissance, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les valorisations de ce secteur, historiquement, c'est 6,5 fois. On pourrait aller payer effectivement éventuellement des multiples plus proches de 7,5, 7,5. Mais ça reste inférieur, j'allais dire, à la moyenne du marché, d'une certaine manière. Oui, parce qu'on n'est pas sur des croissances qui restent très fortes, on est quand même sur des marges qui restent relativement faibles, mais il est intéressant d'analyser en fait ces virages stratégiques qui sont pris par ce type de secteur-là, qui reste effectivement très cyclique. Sortie de crise singulière. Merci beaucoup Nourane, merci d'avoir été avec nous pour nous apporter vos éléments d'analyse sur la situation de marché aujourd'hui. Nourane Charer, qui est directeur de la gestion de Mansartis, invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.